J'ai le plaisir d'accueillir Willy Mitter, qui est ingénieur Hofsteiner et qui va nous parler du houblonnage à froid. Merci. Merci pour l'invitation. Bonjour, messieurs, dames. Je regrette mon français. J'ai un accent allemand. Mais si je parle allemand, j'ai un accent bavarois. J'ai toujours un problème avec les langues. Je regrette. Bon, je voudrais présenter quelques sujets sur le houblonnage à froid. Ce sont les sujets différents. Le processus du houblonnage à froid, les techniques du houblonnage, homogénéité des substances aromatiques, l'influence sur l'arôme, l'effet de hop grip et quelques idées pour éviter le problème de hop volcano. On commence avec le processus du houblonnage à froid. Et on a des substances différentes qu'on peut dissoudre dans la bière. Et ce sont naturellement les huiles essentielles, c'est la raison principale pour le houblonnage à froid. Mais en parallèle, on dissout aussi des substances amyrisantes. Ce sont les acides alpha, ce sont les humulinones et ce sont des autres substances amyrisantes mais non spécifiques. On ne connaît pas plus toutes les substances. Et aussi des polyphénols, mais je vais commencer avec les huiles essentielles. Et j'ai préparé un diagramme avec 3 huiles essentielles qui représentent le groupe des terpènes, l'autre représente les esters et finalement l'inalol qui présente les terpènes alcool. L'ébullition de ces substances est très différente. Ici, vous voyez le diagramme. On a analysé le mou après la cuisson, puis on a ajouté du houblon dans le whirlpool. Nous avons fait une analyse après le whirlpool. Et puis, après whirlpool et avant dry hopping, c'est la fermentation. Et puis, on a purgé le houblon et finalement, j'ai des analyses dans les bières finales. C'est le myrcène qui représente les terpènes. Et les terpènes, vous savez, ils sont non polaires, ça veut dire la dissolution de myrcène et des terpènes en général est très très mauvaise. Et on peut voir qu'on perd beaucoup de myrcène pendant la fermentation. C'est à cause d'un change de pH. Le pH tombe et la dissolution de myrcène est très très mauvaise. J'ai aussi isobutyrate et on peut voir que cette substance est complètement différente. Cette substance est plus polaire et elle reste facilement dans le mou et dans la bière finale. C'est la même chose pour l'inalol. L'inalol est aussi très très bien soluble dans le mou et dans la bière. Il n'y a pas de perte pendant la production. Puis les substances amyrisantes, c'est aussi très intéressant. Aussi, si on regarde les méthodes. Je commence avec les unités d'amertume, les IBU. Il y a des fluctuations, des grandes fluctuations pendant la production. Il faut savoir que IBU, c'est une méthode non spécifique. Ça veut dire qu'il faut comparer cette méthode avec les méthodes de HPLC, où on peut analyser les acides isoalpha spécifiquement. Et on peut voir une grande différence entre les IBU et les acides isoalpha.
j'ai aussi analysé les acides alpha. Et ici, on peut voir que avec la méthode IBU, on analyse aussi une partie d'acide alpha. Parce que cette méthode n'est pas spécifique, c'est seulement une méthode spectrophotométrique. Et les acides alpha et isoalpha sont inclus et aussi des autres substances non spécifiques. Mais ici, on peut expliquer, on peut montrer la réduction de IBU, c'est à cause de la réduction des acides alpha. Les acides alpha, ils sont aussi non polaires et pendant la fermentation, on perd presque tous les acides alpha, mais aussi un peu d'acide isoalpha. Et on peut aussi voir que les acides isoalpha, ils baissent aussi un peu. C'est aussi la raison, acides isoalpha, ils sont bien solubles dans la bière, mais il y a, avec l'houblonnage à froid, on reçoit des précipitations et les acides isoalpha font toujours partie de ces précipitations dans la bière. Bon, et finalement, pour les substances amérissantes, chez les humulinones, c'est une fraction très intéressante parce que humulinones, on ne trouve pas beaucoup d'humulinones dans les houblons. Et on peut voir ça ici. Si on ajoute les houblons dans la salle de brassage ou dans le whirlpool, ça n'augmente guère. C'est seulement avec l'houblonnage à froid, les humulinones augmentent et sont stables jusqu'à la bière finale. Les humulinones, ils sont aussi amers. L'amertume des humulinones, c'est environ 60 à 65% de l'intensité de l'amertume des acides isoalpha. Ça veut dire qu'on a une grande influence sur l'amertume de la bière. Ici, dans cet exemple, on reçoit environ 15 mg. Et il faut réduire le dosage dans la salle de brassage, l'amertume, parce que dans cette bière, on a eu environ 25 mg isoalpha et avec les 15 mg de humulinones, on reçoit 35 mg d'amertume environ. Mais on a aussi des autres substances. Les acides alpha ne sont pas importants parce que l'intensité des acides alpha, c'est seulement environ 10% de l'intensité des acides isoalpha. Bon, puis les polyphénols, je n'ai pas beaucoup de dates sur les polyphénols, mais on peut dire, dans ce cas, on a ajouté environ 800 grammes de houblon pour l'houblonnage à froid et on reçoit une montée d'environ 150 mg de polyphénol. Mais il faut faire plus de recherches. Je voudrais seulement montrer ce slide comme une première information. Bon, le prochain sujet, ce sont les techniques du houblonnage. Il y a beaucoup de possibilités. On a, dans le passé, rajouté le houblon dans le tank et on a pompé la bière dans le tank de garde. C'est très facile à faire. On a fait ça avec des cônes de houblon et avec des pellets. Mais il y a une grande différence si on utilise des pellets ou des houblons en cône. Parce qu'on peut s'imaginer dans le cône de houblon, la lupuline est très bien protégée par les feuilles du cône. Et l'extraction est
plus mauvaise. C'est la dissolution de houblon en cône et la dissolution de linalol dans les pellets. Et on peut facilement voir il y a une grande différence. Et on a fait ça pour 2 semaines, mais c'est une grande différence même après 2 semaines d'extraction. Il faut dire que c'est une dry hopping statique sans recirculation. Ça a aussi une influence. Je vais montrer ça plus tard. On peut aussi mettre les houblons dans un sac perméable et les mettre dans le tank pour éviter des particules de houblon dans la bière. C'est toujours un problème. Mais aussi en ce cas, l'extraction est très mauvaise. Ok, les acides alpha, ils ne sont pas très importants, mais pour l'inalol, par exemple, on reçoit seulement environ 75% de l'inalol en cas de houblon dans un sachet, dans un sac. Mais c'est normal parce que l'extraction est très difficile. La bière ne peut pas facilement passer le sachet, c'est clair. Pour moi, la meilleure solution, c'est utiliser un petit tank, un petit récipient où on peut dissoudre le houblon dans la bière. On peut agiter la bière et le houblon et puis on peut recirculer la mélange bière et houblon dans le tank de garde. On peut faire ça pour quelques heures, c'est complètement différent. Je connais des brasseurs qui font ça 24 heures. Un jour, il y a des autres brasseurs qui font ça seulement 1 heure. Ce sont des grandes différences et ça dépend aussi de la philosophie du maître brasseur. Mais c'est a beaucoup d'avantages parce que c'est un système fermé. On n'a pas de problème avec l'oxygène et aussi pas de problème avec Hop Volcano. Quand on ajoute le houblon dans le tank, on peut éviter ça dans un système fermé. Bon, j'ai déjà parlé de la recirculation. C'est une dry hopping dynamique, on dit, et on reçoit un très bon rendement si on circule les houblons pour quelques heures. Et j'ai ici quelques analyses qu'on a fait avec des substances aromatiques. Et de nouveau, on peut voir que ce sont des substances de la fraction des terpènes. Et la solubilité est très mauvaise. Et si on ne fait pas de recirculation, on ne trouve plus des substances dans la bière. C'est la même chose pour les cétones. Et les autres substances, les esters et les terpènes alcool, la solubilité est mieux, mais en même temps, on peut voir qu'avec la recirculation, on a des très bons rendements pour les substances aromatiques. J'ai un autre tableau avec des autres substances, mais c'est toujours la même chose. On a des grandes différences. Et c'est normal, si on regarde ce slide, on utilise moins de houblon si on fait la recirculation. C'est aussi un point très, très important. C'est pas bon pour nous comme houblonniers, mais c'est clair, la recirculation vous donne une meilleure extraction des substances aromatiques. Bon, homogénéité des substances aromatiques, c'est aussi très important parce que nous avons brassé une bière dans notre brasserie pilote de notre société
Et on a fait des dégustations et tout à coup, on a trouvé des grandes différences. J'ai analysé les bières et on a trouvé des concentrations de myrcène, par exemple. Dans une partie, c'était 800 microgrammes par litre. Et à la fin, c'était seulement 200 grammes. Et le seuil de perception de l'arôme de myrcène, c'est environ 400 grammes. Ça veut dire, dans un cas, on était au-dessus du seuil de perception et en autre cas, on était au-dessous du seuil de perception. Il y a des grandes différences. Et ici, dans cet exemple, c'est seulement un petit tank de 2,5 hectolitres. Et on a mesuré les niveaux différents. Et on peut aussi observer des grandes différences. Et c'est toujours le même problème. Linalol, c'est un alcool, elle est très bien soluble dans la bière. Mais myrcène, c'est non polaire. Il y a des grandes différences ici dans ce petit tank. On trouve environ 400 microgrammes en eau, au milieu 100 microgrammes et en bas 260 microgrammes par litre. Ce sont des grandes différences qui ont aussi une influence sur l'arôme de la bière, naturellement. Ça change le profil de l'arôme de la bière. Et ici, normalement, on trouve aussi seulement des concentrations très très basses en bas, mais en ce cas, il reste les houblons ici. Et myrcène et les autres substances non polaires, on trouve toujours dans le trouble. Et de cette raison, la valeur pour myrcène directement au-dessus du trouble est aussi un peu élevée. OK. On recircule le tank toujours maintenant avant l'embouteillage pour avoir une homogène distribution de l'arôme dans le tank, dans la bière finale. Bon, l'influence sur l'arôme, c'est aussi intéressante. C'est un système statique, ça veut dire on a mis les houblons dans le tank et on a pompé la bière sur les houblons. Et puis on a analysé les substances. Okay. Dans un système statique, il faut plus de temps pour myrcène, pour la dissolution. Linalol est un peu plus vite. Naturellement, il y a toujours des fluctuations d'analyse ici inclus. Et puis, géraniol, c'est aussi un peu plus vite que myrcène. Bon, c'est sans recirculation. Et si on observe les dates ici, le myrcène est toujours très, très bas, mais linalol est déjà dissous et géraniol est aussi déjà dissous dans la bière. Et on a dégusté les bières après 1 jour et après 8 jours. Et je peux vous montrer le profil de ces bières. Le brassin témoin, c'était sans houblonnage à froid. C'était le profil. Et puis après 1 jour, après 24 heures, on reçut un arôme très très agréable, agrumes, fruité. Mais après 8 jours, cet profil a changé complètement. Mais c'est seulement parce que le myrcène, l'impression typique de myrcène, c'est un peu vert, c'est un peu arôme de l'herbe. Et cet arôme masque l'arôme des autres substances aromatiques dans la bière. Et c'est aussi
un problème de médecine. Il faut, il faut exactement décider quelle variété on utilise, combien de temps on fait le dry hopping. Ce sont des facteurs qui influencent fortement l'arôme dans la bière. La biotransformation du géraniol, c'est quelque chose aussi très important parce que on a des variétés comme Cascade ou Solero ou Bravo. Ce sont des variétés qui ont beaucoup d'acétyl de géranil, et aussi beaucoup de géraniol. Il y a une biotransformation. La levure a des enzymes qui peuvent dégager géraniol d'acétyl de géraniol. Et puis, avec géraniol, on reçoit par biotransformation des autres substances comme néarol, comme citronellol et aussi comme terpignol. Et on a ça se passe pendant la fermentation, mais aussi après, dans le tank de garde, on a ces réactions de biotransformation. Il y a une coexistence de linalol, de géraniol, citronellol, et on reçoit un arôme plus fruité, plus agrume. C'est le travail d'un chercheur japonais. Il a trouvé ça. Et nous avons fait des essais dans notre brasserie pilote pour confirmer ces résultats. C'est toujours le même diagramme. Fin cuisson, après whirlpool, avant dry hopping, après purgé, le blanc et dans la bière finale. Et ici, c'est le géraniol. C'est très important pour la biotransformation. Ici, on a une autre échelle, cette échelle ici, parce qu'il y a une grande quantité de géraniol dans cette bière. Et les autres substances, pour les autres substances, on utilise l'échelle ici. Ok, c'est un peu bizarre, toutes les lignes, mais c'est aussi très complexe. Je voudrais montrer qu'avec la biotransformation, on reçoit des concentrations élevées de terpignol, par exemple, aussi de citronellol. Et citronellol n'est pas disponible dans le blanc. Il n'y a pas de variété avec citronellol. Citronellol est seulement formé pendant la fermentation ou pendant dans le tank de garde. Et c'est la même chose pour le néarol. Et on peut voir toutes ces substances ce ne sont pas des grands changements, mais ils ont une influence très, très forte sur l'arôme de la bière. Mais il faut utiliser des variétés qui ont déjà géraniol ou acétyl de géraniol. Acétate de géranil, pardon. C'est une transformation très importante pour avoir des bières aromatiques. Bon, l'effet hop creep. Je pense que chacun qui fait du houblonnage à froid connaît cet effet. Et nous avons produit un New England IPA dans notre brasserie pilote. Et les dates sont vraiment incroyables. Ok, on a ajouté beaucoup de houblon. Nous avons ajouté 3 kilos de houblon pour le dry hopping. Et ça veut dire qu'on a introduit aussi un peu de sucre qui est disponible dans le houblon. Et on a introduit aussi des enzymes. Et de cette raison, les enzymes, ils peuvent
dégager les dextrines qui sont dans le mou. Ça veut dire qu'on reçoit des petites parties de sucre la levure qui est toujours disponible dans le mou ou dans la bière, pardon. Et on reçoit une deuxième fermentation. On peut voir que le degré de fermentation est plus élevé dans la bière avec l'houblonnage à froid. Et c'est souvent un problème pour les brasseurs parce qu'on reçoit souvent un gashing dans la bière, dans les bouteilles. Parce que si cette formation ça dure un peu naturellement. Et puis on a la fermentation dans la bouteille et en plus de CO2, quand on ouvre la bouteille, on reçoit le gashing. Et si on regarde ces résultats ici, ok, en ce cas, on a ajouté beaucoup de houblon, c'était 3 kilos, mais ce sont des grands changements dans la bière. Et nous recommandons qu'on ajoute beaucoup de houblon pour le dry hopping. Je pense qu'il est mieux de faire le dry hopping à une température de 20 degrés. Ça veut dire qu'on a immédiatement une réaction des enzymes, on a la formation de CO2, de l'alcool, et puis on reste à cette température pour 3 à 4 jours, et puis on refroidit la bière lentement. Et c'est aussi pour éviter le goût de diacétyl dans ces bières, parce qu'on a une autre fermentation et on pourrait recevoir de diacétyl dans la bière. Et si on fait ça à cette température et pour longtemps, on peut vraiment éviter le hop creep et le gashing dans la bière, dans les bouteilles. J'ai déjà mentionné, c'est l'activité enzymique. La levure est toujours active et on reçoit du sucre dans la bière qui ont fermenté après. Bon, maintenant le hop volcano, il existe des photos terribles. Là, on a fermenté la bière, il y a une formation de CO2 dans la bière, et puis on ajoute le houblon, les particules de houblon, et le CO2 se sépare de la bière, on reçoit des volcans. C'est dangereux et on a naturellement beaucoup de pertes de bière. Et de cette raison, c'est plus facile, c'est meilleur de travailler dans un système fermé. On a toujours la même pression de CO2 et on peut éviter le hop volcano. C'est le dry hopping sous pression, c'est une solution, mais on peut aussi, j'ai fait ça pour ma pale ale, j'ai utilisé une sorte d'écluse. On a c'est un petit récipient avec 2 valves, une valve en bas, une autre valve en haut. On verse le houblon dans ce récipient, cette valve en bas est fermée, et puis on ferme le récipient et on ouvre la valve en bas un peu et la valve en haut un peu. Ça veut dire on passe le CO2 du tank par les palettes. Ça veut dire on a une atmosphère inerte dans ce récipient, puis on ferme cette valve ici et on ouvre la valve ici et les pellets tombent dans le tank. Ok, j'ai produit une bière avec,
800 grammes pour le dry hopping. J'ai fait ça 20 fois. C'est beaucoup de travail, mais on n'a pas de problème avec Hop Volcano. Je pense qu'il faut plus de temps, il faut plus de capacité, mais à la fin, on peut éviter le Hop Volcano et aussi des autres problèmes avec le Hop Creep. Bon, c'était une vue d'ensemble sur quelques problèmes de dry hopping. Merci de votre attention. J'espère que vous avez entendu mon français un peu. Merci, c'était parfait. C'est pas parfait. Si, mais vraiment bravo. Merci. Merci. Il nous reste quelques minutes s'il y a quelques questions. Non, pas de questions. Eh bien, on vous remercie. Ah si, Pierre. Je me disais bien. Oui. L'excès de houblonnage accru ne risque-t-il pas de donner un excès d'arôme et de prendre des produits qui deviendront écœurants à la longue? Ouais. Je me souviens avoir fait d'une bière qui était faite avec un houblon aromatique anglais et à la fin, on avait l'impression de boire du Gewürztraminer. Donc c'est très... Tu comprends pas? Tant pis. Non, je dis, est-ce que l'extrait d'arôme peut nuire? Non, pardon, Pierre. Non. L'extrait d'arôme, l'extrait d'arôme peut nuire au produit, peut être contre le produit. Ah, ok. Contre-productif, si tu veux. Oui, oui. Hein? Mais on devient écœurant. Oui, mais on n'a pas beaucoup de possibilités d'éviter ça, Pierre. Bon, d'accord. Ouais, c'est toujours un compromis. Oui. Et pourquoi la technique de recirculation Pourquoi la technique de recirculation, on ne l'applique pas au houblonnage classique? Parce que non, vous avez raison. Le houblonnage classique donne un rendement de houblonnage de 30%. Oui, on mais ne pourrait pas l'améliorer. Oui, mais la qualité de la bière ne change pas. On a fait des essais, houblonnage statique, houblonnage dynamique. Oui. Et on n'a pas trouvé des... Je sais que beaucoup de brasseurs qui ont peur si on fait la recirculation trop longue, on extrait trop de substances ou des substances qu'on ne veut pas. Mais on n'a pas trouvé ça. C'est pas un problème, non. Merci. De rien. Il y a une autre question ici. Vous avez montré tout à l'heure l'évolution des arômes après 24 heures de houblonnage à froid et après 8 jours. Mais est-ce que vous avez fait des essais en fonction du moment où vous avez mis le houblon? Par exemple, au bout de 3 jours de fermentation, ou au bout d'une semaine, ou au bout de 15 jours? Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes extractions. Et puis la biotransformation n'est pas la même non plus en fonction Oui, c'est juste, oui. Ça dure, vous vous souvenez de le slide, on a vu qu'après le temps dans le tank de garde était environ 2 semaines. Et il y a toujours une augmentation de nérol, de citronellol. Ça augmente toujours, c'est juste. Et on reçoit des résultats différents pour de la dégustation. On a des profils différents. Après 1 jour, 2 jours, c'est juste, oui. Mais le fait qu'il reste... Enfin, quand vous faites en début de fermentation, vous avez la levure, vous allez avoir de la biotransformation beaucoup plus importante quand vous avez la levure qui est encore active. Oui. Donc, est-ce que ça ne joue pas si vous faites votre houblonnage au début, au bout de 3 jours, vous mettez par exemple vous mettez votre levure, vous mettez le houblon au bout de 3 jours, ou vous le mettez au bout de 8 jours, même si vous attendez 8 jours à chaque fois, ça ne sera pas du tout les mêmes composés que vous allez avoir. Oui, je suis d'accord. C'est une grande différence, naturellement, oui. C'est un processus qui continue tout le temps.
Et donc, pour vous, qu'est-ce qui est mieux? C'est de mettre le houblon au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout de 8 jours de fermentation? Ja, c'est une bonne question. Mais je connais des brasseurs. On ajoute les houblons déjà dans la fermentation. La grande différence, c'est que les substances, particulièrement les terpènes, ils évaporent. Ils sortent avec le CO2. Et si on fait ça plus tard, on n'a plus de myrcène dans la bière. Ça dépend du goût individuellement. Ouais. Non, on peut jouer beaucoup avec le temps du rajout, c'est clair. Il y a beaucoup de possibilités. Je vais seulement montrer ça parce que je pense que si on fait ça directement après la fermentation principale, on a beaucoup de temps pour la biotransformation, mais aussi pour éviter le hop creep, pour fermenter une deuxième fois et pour éviter la concentration de CO2 élevée. On peut ajuster les œufs facilement si on a déjà cette deuxième fermentation. Mais il y a beaucoup de possibilités, oui. Merci. De rien. Eh bien, merci à Willy Mitter. Et puis, merci à tous de votre présence. Je vous rappelle, comme toutes les conférences, celle-ci sera téléchargeable, enfin, les slides seront téléchargeables d'ici une quinzaine de jours. Il suffit de vous inscrire à l'accueil du salon. Je vous rappelle le thème de la prochaine conférence qui se déroulera à 16h30. Les maltes spéciaux, pourquoi, quand, comment. À tout à l'heure. Merci.